Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Show, l'émission qui débriefe les films à la sortie. Oui, c'est le classique. C'est le premier épisode. Mon Dieu, on recommence de zéro. Oh non. Saison 3. Saison 3. C'est-à-dire qu'il faut revoir tous les films. On a tellement remonté le temps la semaine dernière qu'on est vraiment revenu aux genèses du podcast là. Cette semaine, encore une très belle semaine de cinéma avant notre départ pour Deauville. Oui, vous avez vu sur les réseaux, ça y est, on part à Deauville pour couvrir le festival dans le podcast. Et d'ailleurs, vous aurez un format spécial, une série d'épisodes sur Deauville. On va essayer de faire des épisodes quotidiens, ce sera peut-être à la limite tous les 2 jours. On va voir comment on vous monte ça selon le temps que ça prendra, parce que c'est pas non plus simple à faire, selon le nombre de séances qu'on fera, les invités qu'on aura, plein de choses. Abonnez-vous. Mais en attendant, on a quand même une belle semaine de cinéma, enfin une semaine de cinéma, avec une thématique, dis donc, qui s'est dégagée, malgré nous, sur les films. On est sur une thématique de désir d'enfant. Quand on regarde les 3 films principaux, que ce soit Poisson Sexe, Énorme, ou bien encore Emma, eh bien ma foi, il y a cette thématique qui ressort. Évidemment, il n'y a pas que ces films-là, il y a aussi les vracs et les recos à la fin de l'émission, la timeline, le tempo, dans la description. On commence tout de suite. Mais elle veut pas d'enfant. C'est toi qui t'occupes de tout. De sa pilule et tout ça. Je raconte, maman. On dirait une petite pilule, ça. Quoi ? J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces mes seins? Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur, là. Une tumeur? Ah bah je comprends. Bah, c'est un bébé. Un bébé cancer? Coucou, le cucu. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Claire, je vais m'en occuper. Tu vas faire tout seul? Votre femme n'a pas pu vous accompagner. Elle travaille. Allez, on commence par un film qui nous a fait très peur avant de rentrer dans la salle, soyons honnêtes. Et pour cause, Énorme de Sophie Le Tourneur, une comédie avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Une comédie sur la grossesse, avec moi bien sûr Thierry. Bonsoir. Marwan toujours là. Toujours. L'ami Ellie également. Salut. Et une invitée. Elle vient avec nous pour la première fois au micro de Clac. Mathilde de On se fait un ciné, bonsoir. Bonsoir. Énorme donc comédie sur la grossesse. Jonathan Cohen et Marina Foïs jouent un couple, donc Claire et Frédéric, qui sont très amoureux. Claire est une grande pianiste à la renommée internationale et qui donne des concerts partout dans le monde. Et Frédéric est son agent, son homme à tout faire, qui s'occupe énormément d'elle, jusqu'à même s'occuper de sa pilule. Pour vous dire à quel point c'est lui qui gère tout dans la vie, c'est un peu c'est l'organizer, un peu. Le super assistant, mais très insistant quand même, qui va même jusqu'à prendre la parole pour elle, parce qu'elle ne veut pas parler, visiblement. Et un beau jour, il a envie d'un enfant, et comme il contrôle tout jusqu'à la pilule, il décide de remplacer les pilules par des sucrètes, et c'est un risque qui devait arriver. Claire donc tombe enceinte, et on va suivre cette grossesse, dans un format très serré, ma foi, format carré, format particulier, avec un ton particulier qui ressemble au documentaire, avec des acteurs non-acteurs. Seuls Marina Foïs et Jonathan Cohen sont des acteurs professionnels, et après, les autres personnages jouent leur rôle. Quelle impression vous a donné Énorme? Ellie? Allez, Ellie, ouvre le bal. Bah moi déjà, tu disais qu'on craignait un peu le film. Moi j'étais un des rares à être un peu enthousiaste parce que sans avoir vu les films de Sophie Le Tourneur qu'elle avait fait avant, donc La Vie au ranch, Les Coquillettes, etc. J'avais cru comprendre qu'elle avait un style un petit peu décalé, que c'était assez frais ce qu'elle faisait dans le paysage français, surtout comique. Et du coup, ça m'intriguait beaucoup. Et même si le pitch pouvait être limite dans l'idée, j'y croyais parce que je me disais, c'est qu'on a vu qu'une bande-annonce, ça va forcément aller plus loin. Et moi, personnellement, je trouve que justement, ça dépasse complètement le concept de la bande-annonce avec le coup de Jonathan Cohen qui va mettre enceinte Marina Foïs contre son gré. Et j'ai beaucoup aimé, franchement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant. Je trouve que l'utilisation du ratio 1,33 si je dis pas de bêtises est cool parce que d'un côté c'est stylisé, c'est intéressant, ça permet d'avoir une photographie très, très belle et ça recentre toute l'image, ce qui fait que ça va pouvoir donner des beaux plans pour justement concentrer l'attention sur plusieurs détails.
Et au final, toute cette histoire de couple qui s'avère dysfonctionnel, en quelque sorte, et qui ne se comprend pas, ça amène à surtout une femme qui va devoir apprendre à prendre sa vie en main et à savoir se détacher de son mari qui est un contrôle fric, en fait, qui la manipule de A à Z, et elle s'en rend pas spécialement compte, parce qu'elle est trop enfermée dans sa bulle artistique. Et je vais pas trop rentrer en détail maintenant parce que je pense qu'on va avoir un petit débat vu les avis un petit peu divergents, mais je comprends complètement par contre que le film puisse du coup diviser, parce qu'il joue quand même sur une corde qui est très 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 fine, et si pour moi c'est passé, je conçois que ça passe pas pour tout le monde, quoi. Mathilde. Écoutez, moi je trouve que le pitch et la bande-annonce qui nous est présentée, elle montre assez peu le film en lui-même, parce que il y a vraiment un point de bascule. Alors je sais pas si on peut en parler tout de suite, mais voilà, ce titre énorme, on le comprend, je trouve, en sortant de la salle, et même si j'ai beaucoup ri au début, voilà, le point culminant m'a fait chambouler un petit peu, et je dois dire que là, voilà, je suis un peu retournée, et je sais pas si je dois dire que Énorme est un film drôle, ou Énorme est un film sur l'accouchement, sur la femme qui donne la vie, qui contrôle pas forcément tout ça. Je suis chamboulée, quoi. Je trouve que le pitch jouait beaucoup sur le titre aussi. Énorme, alors on se dit mince, ok, bon, t'es enceinte, t'es énorme, ouais, c'est pas... C'est ce qu'on craignait. C'était avec un titre pareil, l'affiche, on se dit oh là, ça va faire des blagues sur le ventre de Marina Foïs qui est énorme. Et effectivement, dans le film, il gonfle de manière quasi surnaturelle. C'est le point culminant du coup. Et bon, je trouve que le film ne joue pas spécialement sur cette grossesse énorme, machin. Enfin, mais voilà, je trouve que le point de bascule et l'entrée à l'hôpital, l'entrée dans cet univers qui est la réalité, hein, finalement. Tout le corps médical, les sages-femmes qui sont là, les aides-soignantes, ça donne quelque chose de très... Enfin, c'est stupide de dire ça, mais peut-être de très vrai. Marwan. Alors, je peux vous dire également que je fais partie de l'équipe d'Ellie, c'est-à-dire que dès le départ, je savais que ça allait être un film plus ou moins intéressant, et pour moi, ça l'a été davantage, parce qu'il y a Jonathan Cohen et Marina Foïs. Déjà, de base, dès lors qu'il y a deux acteurs comme ça, on se dit qu'on va rire ou qu'on va être ébloui par leurs compétences, leur capacité à nous faire rire ou à nous émouvoir. Et dans tout ça aussi, dès le départ, on voyait qu'il y avait une part un peu arty, il y avait une envie de faire autre chose ou d'être un peu à côté et faire un humour qui soit un peu plus dans le décalage constant. Et dans ce film-là, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Donc c'était très drôle, j'ai ri très souvent par la force de ces acteurs, mais en même temps j'ai ri parce que c'était très bien écrit, c'était toujours dans l'absurde, et l'absurde, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait l'absurde tournait autour de l'envie d'avoir un enfant, mais d'être enceinte davantage, l'envie de tout ça. Et ce qui est fort, c'est que en parlant que de la grossesse, on se moque finalement des personnages, donc de celle qui est infantilisée, et d'un homme qui veut tout contrôler. On peut également en faire, on va dire, des comparaisons dingues, mais en même temps, on peut juste parler d'une grossesse. Il y a plusieurs, on va dire, grilles de lecture qui fait que l'humour fonctionne. Et parce que ce sont deux cas très extrêmes. Hein. On joue l'extrême pour parler de tout. Et dans tout ça, je trouve que la réalisatrice arrive à nous amener quelque part qui n'était pas prévu, donc dans un changement, on va dire, dans une cassure de ton, qui va donner un nouvel essor au thème de ce qu'est la grossesse. On va nous mettre le nez dans l'écran de ce qu'est la grossesse, et elle va amener une certaine profondeur au film. Alors, je vois qu'il y en a un là qui semble pas être d'accord là. On sent qu'il y a quelque chose qui retient là. Il y a un truc. Ouais, voilà. Hein? Alors, vas-y Thierry, accouche. Oh, c'est magnifique, génial. En fait, ce qui est extrêmement agaçant avec Énorme, c'est que... Alors moi, on m'en avait parlé, j'en avais pas entendu parler avant il y a un mois, et c'est une amie qui est venue me voir en me disant « S'il te plaît, ne va pas voir ce film ». Et elle avait extrêmement peur de la grossophobie dans le film. Et c'est vrai qu'en effet, comme ça a été très bien dit par Mathilde, ouais, c'est pas là en fait. Même le fait que Marina Foïs tout à coup ait son ventre qui grossisse ou quoi que ce soit, c'est rigolo à l'écran, mais voilà, Jonathan Cohen il porte une doudoune tout du long pour faire croire que lui aussi il est enceinte. Ça va, ouais, je m'attendais. On fait pas de blagues de grosses vaches, on fait pas ça, c'est pas du tout l'intérêt. C'est dommage,
Parce qu'on pourrait se dire qu'il n'y a rien qui dérange. Mais mais non. De l'autre côté, c'est festival. Et le problème, c'est que vous me sortez que ça vous amène quelque part auquel vous vous attendiez pas, Marwan. Mais moi, je m'attendais à ça et j'avais extrêmement peur que ça m'amène là. La femme qui se résout à sa condition, bordel. Alors, on est quand même face à un truc où on pouvait tout à fait amener une grossesse non voulue par l'accident, par elle a pas pris sa pilule malencontreusement, non, on est obligé de faire la manipulation par le mec et le contrôle fric, je m'en fous. Au bout d'un moment, on parle d'une question de trahison, de confiance. C'est pas à elle de prendre sa vie en main. Si elle fait confiance à lui pour le faire, il n'a pas à la trahir. On pourrait déjà s'arrêter là. On parle quand même d'un constat où le gars va, parce que lui a un désir d'enfant, forcer sa nana à en avoir un. Excusez-moi, c'est limite. Mais allez, acceptons le délire. Parce que c'est vrai que pendant la première demi-heure avant qu'il y ait ça, c'est en effet très drôle. Et je me suis dit, ça va jouer sur les extrêmes, ça va aller à fond dans l'humour ultra trash. C'était plutôt le cas. Allez, mais il y a ce cheminement qui, moi, me dérange énormément. Marina Foïs, elle va quand même voir sa prof qui lui dit « C'est ta faute si c'est comme ça », alors qu'elle est quand même en train de lui dire « Mon mec m'a engrossé dans le dos, elle trouve pas ses termes, et la nana, au lieu de la soutenir, elle lui fait juste « T'avais qu'à pas être assez conne et t'avais qu'à prendre ta vie en main ». Chose qu'on dit à beaucoup de nanas à qui plein de conneries arrivent. Excusez-moi, ça me dérange. Et on va en débattre, il n'y a pas de souci. On a tous des sensibilités, ça me dérange pas que vous soyez pas d'accord. Et au final, elle jarde son mec 3 jours, elle le récupère et tout va bien. Elle accepte sa condition, elle fait son enfant et tout va bien. Ça me dérange, ouais, ça me fait franchement chier de voir une personne qui accepte sa condition comme ça. Et oui, alors en effet, ça parle de la grossesse, ça nous remet une gravité qui est intéressant, il n'y a pas de souci, mais cet élément-là, il aurait été par n'importe quel autre moyen et pas par de la manipulation et du contrôle, je l'aurais peut-être plus accepté. Le fait qu'elle accepte la manipulation en se disant « Oh, après tout, on va pas être si malheureux que ça », ça me fait chier. Ouais, je trouve que la question justement à la fin qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle accepte vraiment sa condition ? Moi, je ne suis pas sûre. Vraiment, je ne suis pas certain parce que la fin, voilà, il y a 3 petits points de suspension, vraiment. Donc, Tu parles d'acceptation de la condition, il n'y a que toi qui l'as vu, j'ai l'impression. Enfin, moi, je ne sais pas qui autour du coup l'a vu cette acceptation. Non, mais en fait, oui, je suis d'accord avec Mathilde. Enfin, on ne sait pas spécialement. Et puis, au-delà de ça, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un à la limite, on peut revoir le cheminement de Marina Foïs. Mais je trouve que le film se concentre aussi beaucoup sur le cheminement de Jonathan Cohen, en fait, qui va prendre conscience au fur et à mesure du film que c'est un immense connard, en fait. Et on le voit, et ça c'est montré plein de fois que justement, il prend conscience au bout d'un moment qu'il a fait simplement peut-être la plus grosse connerie de sa vie. Et c'est pour ça que toute la fin, qui est assez presque difficile à regarder pour certaines personnes, je pense, mais qui est très, très crue, très frontale, on est presque sur un documentaire d'accouchement, bah, elle renforce ce sentiment de se dire putain, mais quel con, enfin, il se rend pas compte à quel point c'est la merde là ce qu'il a fait. On souffre, c'est long, on n'en peut plus. Et je trouve que justement les toutes dernières secondes du film qui me remettent en scène Marina Foïs, justement, donc oui, voilà, montre aussi une sorte d'applaudissement du courage, de son courage à elle, d'avoir supporté la situation, et maintenant de repartir à nouveau, parce que là, justement, c'est symboliquement assez fort. Le fait qu'elle arrive à accomplir son acte artistique dans la foulée d'un accouchement. On célèbre cette capacité à se relever et à se dire c'est bon, maintenant elle a cette corvée, bon c'est méchant pour l'enfant, mais voilà, cette épreuve qu'on lui a imposée est finie, maintenant elle peut repartir de l'avant et vivre sa vie, et on voit que tout le monde est ébahi et fier d'elle, quoi, en se disant c'est bon, elle a réussi à passer à autre chose. Après, encore une fois, c'est 3 points de suspension. Après voilà, on lit le film comme on veut. C'est ça. Le film s'arrête après l'accouchement, enfin quelques jours après, même le lendemain, quoi, hein, le lendemain de l'accouchement. Et au départ, d'ailleurs, le film devait se concentrer sur le 9e mois. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a 2 films dans le film, ou est-ce qu'il y a un basculement quand on arrive justement sur ce dernier mois de grossesse qui explique que... Est-ce que ça explique aussi le scénario qui est un peu capillotracté, mais en fait, c'est ça, c'est les caractères extrêmes qui justifient qu'on a le personnage de Fred qui va faire toutes les preuves de préparation à la place de la maman, qui est une situation extrême et de comédie, et qui est justifiée justement par ce cas, condamnable bien sûr, mais c'est un personnage de comédie, c'est pas un exemple, au contraire. Il est jugé par tout le monde, et lui-même à la fin se rend compte qu'il fait de la merde. Oui, Mathilde. Ce qui peut déranger, en repensant à tout ça, c'est que en fait la première partie est traitée comme de la comédie, donc on se dit bon, les personnages sont quand même assez caricaturaux. Voilà, la femme qui parle pas, voilà, qui laisse son mari tout faire, qui parle en son nom, etc.
bon, ça fait rire, voilà, on rigole, et puis paf, retour à la réalité, et ce retour à la réalité, notamment lorsqu'elle regarde le poster mariage forcé à la maternité, voilà, on rit plus tout de suite, voilà, on se pose vraiment la question, voilà, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'elle s'est faite manipuler, voilà, après, voilà, chacun peut se faire son avis, et je peux comprendre que ce film dérange parce que justement il y a cette comédie qui est là au début qui nous fait bien rire et puis hop ce basculement, l'hôpital, les sages-femmes comme je le disais, je vais me répéter, qui nous fait prendre conscience que Claire elle est vraiment dans une situation comment on pourrait dire cette situation énorme, voilà. Pour le coup, je comprends tout à fait ce que tu dis quand c'est vrai qu'en effet, ce qui sauve aussi en partie le film, c'est ce plan très pertinent, oui, sur le poster mariage forcé. Et oui, en effet, la lecture même que t'en fais, Ellie, est intéressante et pourquoi pas, je veux bien éventuellement accepter cette lecture. Il me manque des points de raccord, il me manque éventuellement des scènes peut-être plus fortes. Il y a une scène très forte où elle pète un câble parce que une dame qui essaie de faire justement le lien avec elle la touche et qu'elle ne supporte plus ça, qu'elle n'en peut plus, qu'elle a été manipulée comme un objet et qu'elle se met à gueuler dans tous les sens. Et alors peut-être que j'avais envie de voir une énorme libération qui soit encore plus prononcée et que ça n'était pas assez pour moi. Donc je veux bien admettre que ça puisse être aussi ma sensibilité qui joue là-dessus. Mais ouais, il me manque des points de raccord et j'aurais peut-être aimé que ce soit moins flou et plus direct pour vraiment savoir ce qu'elle essayait de me dire en fait. Moi, pour le coup, je trouve que c'est relativement clair. Je sais pas, Marwan. Pareil, je trouverais qu'au contraire ça aurait été une faute de goût, donc un manque de subtilité, parce que finalement donc à la fin, ce qui m'a fait, on va dire, prendre conscience à quel point on venait de passer un cap sur son choix, sur ce qu'elle allait faire, c'est qu'il y a quand même une certaine scission entre, on voit Jonathan Cohen avec l'enfant, après avec l'enfant en train de regarder la télévision, il y a une séparation nette entre Fred et l'enfant et Claire, et en plus de ça elle n'est pas n'importe où, elle retourne sur scène, et moi je pense que juste avec ces images là on peut comprendre qu'elle va reprendre, elle va pas tuer l'enfant pour dire oui je veux passer à autre chose, voilà, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que elle passe, elle a le pardon chrétien, mais elle passe à autre chose, et en même temps elle peut être toujours amoureuse. Encore une fois, les relations humaines sont tellement compliquées qu'on ne peut pas se dire que la personne doit forcément se séparer de son mari, même s'il a été terriblement toxique. Et c'est là que je pense que l'aspect réaliste fonctionne réellement. C'est que on ne va pas avoir cette fin à la comédie où toute la morale apparaît en mode oui, donc celui qui était raciste va comprendre où il va être puni, ou non, là on est dans une réalité où elle veut retourner à tout prix sur scène, et elle est quand même coincée sur le fait qu'elle l'aime, même si malgré tout ce qu'il a pu faire, et qu'en même temps cet enfant en gros on sait pas trop encore son positionnement, mais elle l'a eu, ça reste quand même une expérience qui est, je pense, importante pour elle. Donc voilà, donc je pense que ça reste plus compliqué, qu'en même temps on comprend que tout n'est pas fini, mais qu'en réalité il y a, je trouve, c'est tout con, mais la scène de fin où elle donne son nom, où elle est consciente, là pour le coup moi je trouvais ça un peu grossier, mais non, je trouve que cette scène de fin justement où elle arrive fait un parallèle, fait un raccord avec la première scène d'ailleurs du film. Pour les amateurs d'évolution de personnages, mince. Mais c'est ça. Ouais, donc voilà. Donc en gros, on sent que voilà, elle est passée à autre chose, elle y va, elle joue, et puis voilà. Donc non, mais non. Oui, bien sûr, mais totalement. Enfin, c'est pour refaire sentir. Ça, c'est pas faux, d'accord. Mais voilà, donc. Après, oui, alors je comprends, ça fait partie des craintes qu'on avait, parce que c'est même dans le postulat de départ, donc cette fameuse histoire de grossesse non désirée. Bon, une manipulation. Mais après, derrière, on a une mise en scène subtile, tu l'as dit, avec ce contrôle du cadre serré qu'on a rappelé, et la séparation des personnages, et les chants contre chants qui sont faits tout le temps. Et on a des acteurs non professionnels, il faut le dire, et puis ça se sent quasiment pas, justement, parce que comme ils jouent le vrai, on a des vraies sages-femmes qui s'enchaînent, on voit le boulot des sages-femmes qu'il faut saluer, qui est la réalité. Et moi, il y a un bémol que je mettrais sur le film, c'est quand même la scène du ventre qui gonfle, qui pour le coup m'a sorti du film pendant 5-10 minutes parce que je savais plus où j'étais. Non mais c'est ça, je me suis dit attends, on va partir sur de la comédie avec un sujet pareil, alors qu'on était sur de la vanne subtile, sur de la vanne subtile, pas de la vanne, de la situation. C'est exactement du comique de situation avec Jonathan Cohen qui est extrême et qui est pas complètement dans Serge le Mito, qui a une certaine retenue malgré tout, qui est cadré, c'est le cas de le dire. Oui, alors autant qu'on puisse le cadrer, c'est bien sûr. Mais justement, j'ai trouvé que c'était mesuré et je trouve que ça fonctionnait bien.
Ouais, je suis d'accord sur. Mais surtout qu'en plus, Jonathan Cohen, du coup, pendant vraiment la moitié du film, c'est un one-man show qui nous fait presque. On dit il est cadré, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est à travers le cadrage justement resserré, c'est ça qu'il y a vraiment tout un jeu de pouvoir à l'écran. Qui va occuper le plus le cadre, et pendant 40 minutes, 1 heure, c'est lui, et après tout le vent tourne. C'est surtout que Marina Foïs ne prononce quasiment pas un mot, son personnage ne parle pas pendant tout le début du film. Oui. Oui, voilà, oui, limite, on pourrait croire qu'elle est muette. Enfin, vraiment, les 10 premières minutes, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre blague sur le fait que c'était une femme muette, quoi, limite. Ou qu'elle avait des problèmes aux cordes vocales, parce que c'est vrai qu'elle ne dit pas un putain de mot avant d'aller sur scène, c'est assez terrifiant. Mais surtout, moi, ce que je trouve bien au final, c'est que le titre énorme qui faisait peur avec l'affiche, etc., au final, il parle pas spécialement d'autre, il parle juste du film en lui-même. Tout est énorme, c'est un excès qui s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les situations sont littéralement excessives, sont énormes, et l'humour va, jusqu'au moment de rupture, en fait, il cesse pas d'aller mais le plus loin possible. On arrive, les blagues au niveau de l'accouchement, ça va vraiment chercher loin. Il y a même des blagues qui pourraient être un peu, on va dire, un peu censurées, qui sont pas forcément pour les gamins de 10 ans, quoi, on va dire. Mais voilà, il y a qu'un bon goût. On est vraiment, tu disais, tu voulais de l'humour trash, Thierry. On a un petit peu quand même. Ça va chercher loin pour le coup. Et moi, je suis content d'avoir cette espèce de délire qui arrive à la fois à être un peu décalé, comme on pourrait presque avoir, dans une autre mesure chez Perret Jadko, dans ces comédies un petit peu absurdes, et en même temps un humour décomplexé à mort sur la grossesse, le corps de l'homme et de la femme. On se dit allez hop, c'est parti, on y va, et on attaque ça frontalement, quoi. Un dernier mot, Mathilde, je ne sais pas si tu seras là pour la fin de l'enregistrement de l'émission, alors si tu as des recos qui te viennent en tête, alors peut-être par rapport à ce film ou par rapport aux sorties récentes. Donc oui, je pensais au film de Marie-Lou Berry, Joséphine Sarondy, et au film Un heureux événement, voilà, exactement. Donc l'un traitait la grossesse avec beaucoup d'humour, donc voilà, le film de Marie-Lou Berry. L'autre était plus, je vais pas dire plus dramatique, mais voilà, on avait cette femme qui s'interrogeait sur son corps qui change, etc. Là, on a à nouveau un film sur la grossesse, mais voilà, c'est la première fois que je vois un film, quelqu'un l'a dit, quasi documentaire, vraiment. Bon, j'enlève tout ce qui est autour de Marina Foïs est-elle manipulée, enfin Claire est-elle manipulée, etc. Mais voilà, moi, tout le corps médical, toutes ces scènes à l'hôpital m'ont vraiment mis les poils, quoi, franchement. Donc je pense que voilà, si les sages-femmes voient ce film, voilà, si des femmes et des hommes qui travaillent dans ces services de néonat, de naissance, etc., voient ce film, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Et voilà, je trouvais que c'était c'est la réalité de la vie, c'est la réalité de la naissance, et voilà, c'était le point Mathilde. Voilà, dédicace à l'hôpital, voilà. Merci Mathilde. Tant qu'on est dans les films similaires, il y avait Voir le jour, je crois, il n'y a pas si longtemps, que vous aviez vu. Est-ce que du coup, on le recommande aussi celui-là, en 2 mots? Oui. Il est pas mal du tout, même si c'est pas non plus grandiose. Nous, on s'attendait à un Thomas Lilti au milieu des sages-femmes. C'est pas que ça. Il y a une énorme description de l'hôpital et surtout de la direction que ça prend actuellement avec les cases des ordonnances Macron, hein, on peut le dire. Et voilà, le fait que l'hôpital, c'est bel et bien la merde, et que voilà, elles en chient parce que il y a 2 axes, un axe autour d'une faute professionnelle, qui n'en est pas une, sur la mort d'un nourrisson parce que elles sont tellement fatiguées qu'elles peuvent pas être partout, et un autre axe qui est donc le récit du personnage principal joué par Sandrine Bonner, qui est un récit d'acceptation, de repentance et de sortie de vie. Donc voilà, il y a un film dans le film, un peu comme là. Et c'est cool parce que les deux sont assez complémentaires et c'est plutôt sympa à regarder sans être non plus indispensable. Donc du coup, c'est de l'autre côté, du côté pro cette fois-ci. Là, c'est vraiment du côté pro. Merci Mathilde et à très bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment devant Énorme. Donc voilà, merci à vous 4. Et où peut-on te retrouver après l'émission? Juste après là. Ou ton Insta, ton truc. Sinon, sur On se fait un ciné, tout simplement. Oui, alors moi je suis une grande fan de la BD. Je me suis lancée sur Instagram. Donc la case du jour, si ça vous tente. Voilà, de la bonne humeur, des BD, c'est moi quoi. Voilà. C'est très bien. Merci Marwan. Ok, donc On se fait un ciné pour le ciné et Insta pour la BD. Ici, on va rester dans le désir de paternité. Et c'est Gustave Kerven qui veut un bébé. Il fait son personnage, une fois de plus, ça va. Allez, on part à la plage.
Il est là. Là au fond, là. Il y a rien là, Daniel. Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis 2 ans. Et là, il y a un vrai problème entre eux, là. Les poissons, faut leur parler, c'est tout. Faut les regarder en face. Il y a des millions de mecs qui fuient l'idée d'avoir des gosses et toi, tu veux changer tes couches. Pourquoi ils sont merdés avec ça? Les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes à Belle-Rose. 35 000 habitants, 50,21% de femmes en âge de procréer. T'es un gros malade, hein. Tu retires les 7860 qui vivent en couple, bah, ça fait... Ça fait 4, hein. Bon, j'ai trouvé un truc pour réunir toute l'équipe. Mettre sexe dans le titre du film du jour. Qui était là pour énorme déjà? Alors, il y avait Thierry, ça c'est sûr. Il y avait Ellie aussi, qui sont toujours là. Marwan était là également, me semble-t-il. Et oui. Mais là, ce sont les filles qui se sont rameutées quand on a parlé sexe. Salut Yassa. Salut. Et Éléonore également. Coucou. Poisson sexe d'Olivier Babinet, son 3e film, avec Gustave Kervern et India Air. Une histoire d'amour sous fond de fin du monde. Le taux de fertilité décroît. Il n'y a plus aucun poisson dans les eaux, ou alors quelques rares spécimens. Et Daniel, joué par Gustave Kervern, scientifique, découvre un des derniers spécimens presque par hasard. Et en parallèle, lui aussi cherche à renouveler l'espèce humaine. Il cherche à avoir un enfant, il cherche une partenaire idéale. Un peu comme ce poisson solitaire. C'est bien parce que je trouve que ton résumé avec sa nonchalance et sa tristesse représente bien la solitude de tous les personnages du film. Oui, on est dans une sorte de village de bord de mer, un peu désincarné, un peu froid. C'est un futur proche, relativement proche. Il y a juste les drones qui sont un peu améliorés. Et le principe de station-service, point relais, qui est poussé à son extrême. Vous-même, est-ce que vous êtes senti seul, triste, perdu, ou au contraire, Yassa? Bizarrement, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour les personnages. Je m'y suis retrouvée, je me suis dit que ça pourrait vraiment nous arriver parce qu'on se dirige un petit peu vers ce chemin-là. Et à la fois, je trouve qu'il y a quand même une certaine... il y a beaucoup de poésie. Marwan? Oui, moi. Non, vraiment, c'était un film plutôt intéressant par son parti pris, par sa volonté de faire une sorte de comédie romantique, mais pour les autres, mais qui sont un peu en dehors de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et puis le personnage de Kervern le montre totalement. Ce qui était bien également, c'était sa façon de montrer ce futur proche. C'était vraiment, en réalité... plutôt déprimant, c'est pas forcément pas dans l'exagération, on voit 2-3 petites, comme tu disais, 3 petites bricoles, mais c'était suffisant pour nous déprimer. Il y a pas ce moment aussi, on est impressionné par des innovations, on est impressionné par ce qui peut exister malgré tout, c'est vraiment que de la déprime parce que filmer la fin du monde dans un petit coin où il y a la plage et il y a 3 femmes qui sont célibataires et qui veulent sortir, c'est déprimant dès le départ, quoi. Comme dans la vraie vie. Qui prend la suite? On sent une équipe abattue, une équipe désabusée, désenchantée. Et ajoutons de l'énergie, il y a quand même une comédie aussi derrière, qui est franchement plutôt bien foutue sur ce point-là. Enfin, il y a quelques gags en fait qui tombent, je trouve, assez facilement et qui sont à la fois visuels et à la fois dans les dialogues. Je pense par exemple à, le passage où il se prend une crevasse. Gustave Kervern du coup se prend une crevasse, on voit la roue qui passe à côté de la voiture et le moment où il veut changer la roue de secours, la deuxième roue part et en fait on ne voit pas ce qui se passe, on sait qu'il y a un ravin, on le voit sortir du plan, on l'entend gueuler putain et c'est hyper efficace et il y a plein de petits gags comme ça, on pense à l'irruption du médecin dans le champ avec ses prescriptions un peu, voilà, on est dans un monde qui est quand même totalement décalé tout le temps en fait et du coup ça joue aussi sur autant le désir d'enfant que le besoin de sexe, que plein de choses, que plein de frustrations qui sont collées les unes aux autres et même s'il y a un constat qui est très grave, ça essaye aussi d'en rire. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait que c'est beau en quelque sorte. C'est que ça joue sur ces 2 tableaux. Ellie? Je suis assez d'accord, moi j'ai beaucoup aimé également le film. Et je trouve très intéressant justement, oui, c'est une espèce de comédie fataliste en fait, c'est qu'on essaie de nous faire comprendre que de toute façon on va tous finir par crever, alors autant essayer de vivre un peu heureux avant que ça nous arrive. C'est le beau développement comme ça, et je trouve que l'humour décalé fonctionne aussi très bien, même je trouve qu'il y a un petit côté presque humour un peu lynchien, dans certains moments, un peu à la Eraserhead pour montrer l'univers dysfonctionnel du personnage,
il y a ce plan fixe où il est dans son bureau et il essaie de remonter son store, et son store va bugger en fait, et on va pas changer de cadre, on va rester sur lui comme ça qu'attend que son store monte, mais ça marche pas. Ça m'a beaucoup fait penser au plan d'Eraserhead avec les portes de l'ascenseur qui restent fixes pendant 5 minutes et que ça marche pas vraiment. Ce mec là est paumé et rien ne va autour de lui, et il doit essayer de trouver comment s'en sortir, ou juste d'accepter aussi son destin quoi. Et je trouve que c'est plutôt bien retranscrit, avec comme disait Marwan, un côté future anticipation qui est pas trop marqué, mais qui est juste qu'il faut pour qu'on comprenne qu'on a avancé. Les drones voitures de flics là, avec les gyrophares, sur des petits détails visuels qui passent bien. Et après voilà, ça reste une comédie romantique, donc il y a un peu ce côté un peu prévisible dans l'enchaînement des péripéties, dans les personnages, même si physiquement ils n'ont pas les attributs habituels, mais voilà, c'est une petite comédie d'auteur à la fois déprimante et charmante qui fait le taf quoi. Éléonore, je me tourne vers toi. Est-ce que tout a vraiment changé dans ce futur proche ? Alors oui, on va parler, mais j'ai déjà commencé par les points positifs, que je passe pas toujours par la connaisse de service qui va forcément se la ramener sur les personnages féminins. Ouais, j'ai beaucoup aimé du coup l'humour absurde du film, qui est très beau, très poétique. Il y a oui, comme disait, l'histoire de plans sketch qui fonctionnent très bien, et en plus le travail sur les décors, la photographie et les costumes sont géniaux. Enfin, tout est très bien pensé, ne serait-ce que les costumes du personnage féminin principal, je sais plus comment elle s'appelle. Indière, oui, mais Lucie. Lucie, elle a un prénom. Oh, dis donc. Tout un symbole. Hein. C'est ça, on l'entend pas beaucoup. Qui sont très bien pensés, qui sont juste légèrement en décalage par rapport à comment on est habillé maintenant, pour montrer qu'on est un peu dans le futur, mais pas trop, et qui la personnifie plutôt bien. Mais outre cela, Siker Verne joue très bien, et c'est justement un petit peu le problème, parce que son personnage est bien composé, on comprend sa solitude, on comprend tous les états mentaux par lesquels il passe, et ça c'est très bien fait, il est à la fois très drôle et très touchant. Mais à côté de cela, il y a deux personnages féminins, parce que la troisième on la voit pas beaucoup, donc qui sont des stéréotypes de comédie romantique, et c'est assez insupportable. Donc Lucie est très clairement tombe dans le cliché de la manic pixie dream girl. Je sais pas si du coup ça vous dit quelque chose. Grosso modo, on va la retrouver par exemple dans les films comme 500 jours ensemble, mais qui est fait de manière intelligente, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Grosso modo, c'est la fille qui est un petit peu différente des autres, qui est rigolote, qui est toujours un peu en décalage par rapport à ce que sont censées être les autres filles. Par exemple, là, elle bricole, elle a les cheveux roses, nanana. Et en fait, on pourrait croire du coup c'est un style de personnage positif, mais en fait pas du tout, parce qu'en général elle ne sert que de faire valoir pour le personnage masculin qui traverse une crise, ce qui est exactement le cas de ce film, et elle n'est pas plus creusée que ça. Pourtant elle pourrait être très intéressante, parce qu'on apprend plein de petits détails sur elle qui sont assez touchants, et ce n'est jamais creusé dans le scénario, jamais, absolument pas. Et à côté de ça, le pire, c'est la chef. Donc forcément la chef a réussi dans la vie, donc elle est froide, elle est contrôlante, elle est montrée comme un personnage assez détestable. Tout ça parce que c'est une femme qui a réussi et qui du coup castre les hommes, entre guillemets. Et on pourrait croire que c'est un ressort rigolo, mais c'est tellement déjà vu et tellement insupportable. Et c'est même du coup amplifié pratiquement à la fin dans une espèce de morale pas top, parce que pendant tout le film, les scientifiques essayent de faire copuler 2 poissons qui s'appellent Adam et Ève. Bon, c'est assez drôle pendant tout le film, c'est plutôt bien foutu. On va dire que la fin des poissons est assez parlante concernant la vision du personnage féminin de la chef, qui est donc absolument insupportable et qui m'a fait grincer des dents pendant tout le temps, vu son traitement qui est censé être détestable. C'est la méchante du film, alors qu'il n'y a pas de raison finalement, elle sait ce qu'elle veut, elle a tout fait pour réussir, et du coup ça devrait être quelque chose de plutôt positif, et finalement elle est tournée au ridicule, c'est très désagréable. Non, c'est pas parce qu'elle a réussi, c'est parce qu'elle a un accent allemand ou du Nord. Enfin, c'est pour ça qu'elle est méchante, c'est tout. On le sait, accent allemand méchant, accent du Sud gentil. 80 ans après, il n'a toujours pas compris. Ça n'a pas changé. C'est les gros clichés, ça. Je te rejoins pas mal sur le personnage de la chef. Autant sur le personnage de Lucie, il y a quand même quelques petites nuances, même si oui, c'est vrai que c'est pas creusé, et c'est dommage parce qu'il y a quand même des plans où on la voit elle regarder aussi son ordinateur, mais on sait jamais ce qu'elle regarde, et on sent que dans l'intention, il a voulu la développer, mais comme on la développe dans ce genre de film. Et je pense que elle regarde la baleine.
Oui, non, mais pas que la baleine. Non, mais il y a aussi d'autres trucs où on sait qu'elle regarde d'autres choses. Non, mais voilà, mais il y a aussi plein de choses qui pourraient illustrer tout ça. Et bon, au moins, voilà, on la voit un peu toute seule, on la voit faire des trucs, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Surtout que c'est un personnage qui devrait être autant développé que le personnage de Carverne. Ça serait bien de montrer leurs deux cheminements et pour qu'ils se retrouvent ensemble. C'est dommage. Surtout qu'on n'est pas là dans une politique de point de vue total, sinon on la verrait pas toute seule. Pour ce qui est de la chef, oui, c'est un cliché absolu. C'est dommage parce que ça ne nuance strictement jamais. Alors ça donne des scènes super sympas comme le personnage, enfin un passage où ils se retrouvent et ils doivent faire quelque chose d'important pour le film. Et ils ont donc clairement une vision assez différente. Et oui, c'est super comique parce que ça rejoint le caractère qu'elle a. Mais c'est vrai que jamais nous offrir de nuances, jamais nous offrir un moment où justement elle va peut-être un petit peu se détacher de ça et montrer qu'il y a aussi un être humain derrière et pas juste une machine de réussite qui gueule sur tout le monde. C'est dommage. Il y a juste des trucs que j'apprécie aussi. C'est la manière dont on résume facilement le film parce que tu as tous les climato-sceptiques qui pourraient te dire ouais mais on nous explique pas pourquoi il n'y a pas de poisson parce que de toute façon ça n'existe pas l'extinction. Rien. Il y a juste le passage où il a récupéré le poisson, il prend pas le poisson, il chope une capote. Et ben je pense que là on a résumé le film en mode voilà, on vous explique comment on fait pour vider les océans. Et par rapport à l'écriture des personnages féminins, je pense qu'il s'est trop focalisé sur le rapport des femmes à la descendance en particulier. Donc il y en a une qui ne peut plus faire d'enfants mais elle en veut à tout prix, et à l'inverse il y en a une qui veut en faire mais pas vraiment pour elle mais pour le futur de l'humanité, et encore une fois elle le fait de façon froide, et ça c'est vraiment à chaque fois lui il pensait, peut-être ça qui est dommage, c'est qu'il pensait davantage à leur rapport à leur descendance que le personnage de Carverne qui était plus dans une solitude émotionnel. En fait, lui, il partait d'un raté dans son background, c'est dans son histoire personnelle. Racontez-nous le film. Ok, et à la fin, ils meurent tous parce que c'est la fin du monde, évidemment. Alors, il y a ça pour conclure. En dehors de la romance et de l'aspect comique du film, ce que je peux en retenir, c'est cette manière d'aborder la fin du monde et de la montrer dans une déliquescence qui n'est pas du tout alarmiste, qui est très calme, qui est très soft. Et en fait, tout se passe tout doucement, comme le rythme du film. Et on sent une lourdeur, on est oppressé en fait par cette fin du monde, tout en riant. En fait, c'est une fin du monde douce amère. Voilà. On est en plein dedans. On est déjà là, Thierry. C'est déjà arrivé, c'est déjà trop tard. Enfin, en fait, j'ai l'impression c'est que c'est déjà arrivé, c'est déjà trop tard, donc on se laisse porter par ce qui reste. Donc on n'a qu'à se balader au bord de l'eau pour chercher des axolotes. Voilà. C'est tout ça. Qui veulent tirer des coups, c'est important. C'est ça. Poisson sexe d'Olivier Babinet, une comédie dramatique douce amère, un conseil général, avec quelques nuances. Lo que me interesa es la libertad, el enredo, el poder retorcido que hay en la web. A mí siempre me gustó bailar. Me enamoré de un coreógrafo hasta las patas, enamorada. Bueno, bien, llegamos al punto ese donde ya no sabemos qué hacer, ¿no? Al punto ese ya del... ¿Cómo te las arregláis tú? On reste dans la thématique du désir d'enfant. C'est 3 films, 3 fois le même sujet, mais des points de vue bien différents. Il y en a qui changent les pilules, il y en a qui vont sur les sites de rencontres et il y en a qui vont au lance-flamme. Chacun son truc. Emma de Pablo Larraín, c'est ça? La reine. Larraín en fait. Larraín. Ouais. Larraín en fait. Bon bref. Pablo Larraín, comme on le lit en français. Voilà. Emma jouée par Marina Di Girolamo, qui est hantée par Polo, son fils adoptif, qu'elle avait adopté avec son mari Gaston, joué par Gaël Garcia Bernal, et qu'ils ont rendu parce que le garçon était un peu difficile. Il a fait quelques petites bêtises, comme mettre le feu à l'appart, brûler le visage de sa tante, mettre le chat dans le congélo, fait des petits trucs qu'on fait quand on est gamin, quoi. Bref, cette restitution la hante et la perturbe, et ça va bouleverser sa vie et la vie de son couple. Avec moi, toujours la même équipe, Thierry et Léonore, Ellie, Marwan et Yassa. Une équipe un peu secouée, me semble-t-il, par ce film qui est un peu plus dur que les précédents quand même. On n'est pas du tout dans la comédie cette fois-ci, mais pas du tout. Alors déjà, qui l'a bien aimé? Bon, Ellie, allez. Alors moi, c'est un film que j'attendais beaucoup, parce que le peu d'extraits que j'avais vu, enfin tout ce que ça avait l'air de véhiculer m'intriguait énormément. Et je dois dire que j'ai quand même bien aimé, peut-être pas à la hauteur de ce que je pensais,
Mais je trouve que c'est un très très beau film très fort sur la liberté, même la marginalité, la folie même, qu'une personne va rechercher, tout en voulant prouver au monde qu'elle est capable d'être mère en fait. Et je trouve ça assez puissant, notamment grâce à tout l'aspect dense du film, qui va donc véhiculer cette envie, cette rage qu'elle a au fond d'elle, ce feu sacré en fait qui l'anime et qui va sortir à plusieurs reprises à travers le lance-flamme et d'autres manières. Et je trouve ça assez, sur ce niveau-là vraiment ça m'a vraiment beaucoup touché, et même là encore j'y repense beaucoup, alors que Dieu sait que le reggaeton et moi on n'est pas potes quoi. Alors on rappelle que Emma est danseuse dans une compagnie de danse contemporaine avec donc Gaston qui est le metteur en scène et directeur. Il s'appelle Gaston, c'est marqué comme ça au générique. Donc voilà, Gaël Garcia Bernal. En fait, on ne dit jamais son prénom, c'est juste qu'au générique on le sait que c'est ça. Ça fait bizarre. Donc il est directeur de compagnie. À côté de ça, elle est prof de danse dans un collège ou une école. Et après le week-end pour se détendre, elle va faire du reggaeton dans la rue avec ses potes. Elle fait cramer des monuments. Oui, aussi au passage. Mais non, mais oui, j'aime beaucoup. Ça se veut assez grossier, pas du tout subtil. Bon, le problème, je trouve, de ce parti pris, c'est que ça ne l'est pas non plus au moment où il y a des scènes de dialogue, ce qui fait que ça tourne un peu vite en rond et parfois c'est un peu lourd à écouter. Mais visuellement, dès que la reine veut faire passer son message par la narration, par le visuel, c'est incandescent. C'est vraiment une bourrasque qui part, et moi je trouve ça magnifique qu'il arrive à faire un truc aussi puissant thématiquement et visuellement. C'est juste dans la narration et dans la manière de développer l'écriture même des personnages et de leurs relations où je trouve que pour le coup il se perd un petit peu plus, et c'est un petit peu dommage, ça atténue et ça m'a un peu empêché de rentrer à fond dans le délire quoi. Je te comprends, je te rejoins sur la lourdeur et sur l'envie de faire des belles images, sur l'envie de faire un beau film avec des beaux persos. Le problème c'est que y a cette lourdeur partout et je sais pas si elle est vraiment volontaire en fait. Autant il a fait, les images sont magnifiques, le fait de cramer des trucs le soir, d'être au lance-flamme, cramer un feu de circulation, le film s'ouvre là-dessus. Et c'est une image qui va revenir régulièrement. Il y a l'image de danse contemporaine où il danse devant un soleil aussi, on a cette idée d'incandescence. Mais après il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur qui est partout. Alors, c'est pâteau même à un moment, et ça fait, regarde, je fais du cinéma, et puis c'est tellement lourd, et je te fais un montage alterné avec plein de situations pour te montrer qu'il se passe plein de trucs et que c'est compliqué, alors qu'en réalité, je sais pas tant que ça. Il y avait une musique, alors ça m'a fait penser à Tenet à un moment, il y avait une musique très lourde. J'attendais qu'il y ait John David Washington qui passe en marche arrière. Bien, et ça va à côté des trucs, et ça veut pas finir, et ça te réexplique le film à la fin. Waouh, donc c'est un faux film intello, c'est un film qui se veut intello mais qui est trop lourd pour ça. Et j'ai envie de dire, si tu voulais faire un joli truc, fais un clip de reggaeton en cramant des trucs et ça sera aussi bien quoi. Marwan. Pour le coup, je suis également resté un peu à l'écart du film. Je ne suis pas rentré vraiment dans le film, mais je l'ai quand même trouvé intéressant et même plutôt beau. Et avec, je trouve, des moments d'éclat. Et c'est pourquoi je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que tu veux dire, c'est dans le côté intello du film. C'est qu'au contraire, c'est qu'il voulait juste parler de gens totalement fous, d'une jeunesse, qui veulent étrangement, même s'ils ne sont pas dans un schéma commun, veulent rentrer dedans de force. Et en fait, on s'en rend compte quand on compare les parents, les nouveaux parents du gamin. Ils ne sont pas forcément faits pour avoir des enfants, mais ils veulent tout faire pour en avoir plus et c'est ça le truc, c'est que il y a un combat et ça va et c'est incandescent, c'est de l'explosion. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage particulièrement, c'est j'ai eu l'impression que dans les dialogues il y avait un faux rythme. On avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'échange entre eux. On n'était pas. Il y avait une alchimie en moins par moment. Je trouvais ça dommage. Et justement, je pense que c'est fait exprès, mais moi, ça m'a particulièrement dérangé. Et voilà. Mais c'était vraiment en soi un film très intéressant, mais qui, pour moi, dans son scénario, manquait de folie, peut-être. Alors qu'elle est au cœur du film. C'est paradoxal. Éléonore ? Ouais, donc je pense que dans le groupe, c'est moi qui ai le plus aimé le film, très clairement. Ce que j'ai aimé, c'est que, très clairement, plus que liberté, si elle est en recherche de liberté, elle a un besoin pathologique de séduire et d'être aimée.
elle ne recherche que ça et on ne voit que ça. Donc je pense que toute la lourdeur des dialogues vient de là en fait. À chaque fois elle se met en scène, elle se met dans un état de séduction où elle dit exactement ce que l'autre va entendre et du coup on a l'impression que c'est limite que elle qui parle et l'autre réagit plus ou moins à ce qu'elle dit, mais du coup il y a un décalage entre les deux et je trouve ça très bien. Et du coup bon, je vais un peu répéter l'image, c'est juste sublime et ça fait du bien de voir ça au cinéma. Franchement, c'est travaillé, c'est millimétré, les acteurs sont tous magnifiques, sublimes, les habillés, enfin ils sont jeunes, ils sont beaux et quand il y a les scènes de danse, ça transpire la liberté et le truc. Enfin, c'est vraiment un film de sensation là pour le coup et bon, je comprends qu'on soit en dehors, mais ça fait du bien putain en fait juste. Et pour un petit peu ce qui est le propos, on va dire, social, même si je pense pas que ce soit un film d'intello, mais plus justement un film de sensation, ça montre aussi toute cette jeunesse qui veut casser les codes du couple, parce que le couple, je pense, a fait son temps. C'est pas une façon saine d'envisager la communauté, on va dire. C'est quelque chose qui était très mortifère, et notamment pour les femmes. Donc, j'aimais bien cette idée que finalement, il y avait un amour libre et une recherche d'autre chose que simplement un homme et une femme ensemble. Et ça, je trouvais ça vraiment cool à voir au cinéma, quoi. Mais c'est ce qui joue en plus sur le côté du fait qu'ils ne s'entendent pas, qu'on a l'impression qu'ils essayent de pas forcément rester ensemble, mais de vivre leur truc ensemble parce qu'il faut cette espèce de cadre qu'on leur impose, mais qu'en réalité ils n'en ont pas du tout la même vision et qu'ils essayent chacun de s'en éloigner. Enfin là je pense du coup aux deux personnages principaux. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a une différence entre des codes qui sont intégrés depuis très longtemps mais qui ne sont pas forcément censés convenir à tout le monde, qui peuvent convenir si on les ressent comme tels, mais que quand on les ressent pas comme tels, on ne devrait pas s'y conformer. Ça c'est vrai que c'est intéressant là-dessus. Moi je reviens sur le premier plan dont tu parlais. Et ce qu'on évoquait justement, en fait, je pense que le bordel que ça va être et l'espèce de folie, on nous l'annonce dès le début, puisqu'on voit cette espèce de feu qui crame. Au premier plan, il n'y a que des feux rouges, au fond, il n'y a que des feux verts, et ça ne change jamais. Et la caméra recule en fait. Donc on est clairement en train de nous dire qu'on va s'enfoncer justement dans cette espèce de bordel constant. Et les moments d'évasion, par exemple, il y a un moment où Emma s'approche de Polo, justement, elle s'en va, on les voit avec une fenêtre de voiture, et qu'est-ce qu'on voit derrière ? On voit un chantier. Et on voit que des chantiers et la caméra qui s'éloigne. Et justement, on est en train de nous dire que plus elle se libère, plus justement ce bordel ambiant s'éloigne. Et du coup, bon, moi je suis resté assez extérieur au film, mais c'est aussi pour ça que c'est assez cyclique, c'est aussi pour ça que c'est une nana qui est à la fois très libre et qui sait ce qu'elle veut, mais qui est aussi perdue parce que ce qu'elle veut, c'est difficile à obtenir dans un brouhaha de personnes avec qui elle est censée l'obtenir et qui ne veulent pas forcément les mêmes choses. Enfin, j'ai trouvé ça assez intéressant dans le traitement, sans pour autant être appliqué. Ouais, on a quelqu'un qui est rongé justement par ce manque de la mère, qui est rongé à la folie même par moment dans ce qu'elle fait. Mais en fait, on pense qu'elle est folle, mais à la fin, c'est le Joker, quoi. Vu ce qu'elle a fait en manipulation, c'est assez lourd quand même. Enfin, c'est lourd. C'est calculé de loin, de très loin. Il y a ça va mieux ? Si on veut. Ça va être très court. J'ai détesté. La première scène était jolie. J'ai bien aimé. Et je m'attendais justement à ce que ça raconte quelque chose d'assez un petit peu poétique. Et je me retrouve avec des personnages d'une antipathie monstre, d'un égoïsme, d'un narcissisme. C'est juste... ça déborde. Les gens, ces personnages ne sont centrés que sur l'émotion. Ils prennent des décisions et ils agissent sans aucun recul, sans aucune logique, sans aucun bon sens. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait que leur personne qui comptait et que finalement il y avait que leur désir qui primait sur la vie en communauté ou en couple avec les autres. Et c'est tout le temps des stratégies, des manipulations. Ça m'a juste dégoûtée en fait. Ça m'a dégoûtée. Voilà, j'ai passé le film à être dégoûtée. Et après, on peut parler de la photographie, des plans, etc. Mais ça m'a pas touchée d'un iota, quoi. Parce que j'étais tellement dégoûtée dès les premières lignes de dialogue, en fait. Le couple, le principal qui s'envoie ces immondices à la figure, juste comme ça, avec un enfant au milieu. Parce que voilà, ça reste une histoire d'adoption et d'enfants et d'amour filial. Et en fait... tout est occulté par leurs émotions qui débordent et on a l'impression qu'ils n'ont aucun contrôle dessus, qu'ils ne veulent pas le contrôler un minimum. Ils veulent pas faire l'effort justement d'arranger les choses et ils se disent mais moi je veux ça. C'est un comportement puéril quoi. Moi je veux ça, peu importe ce qui arrive. Voilà. Ellie ?
Très rapidement, oui, je voulais revenir moi sur la scène d'introduction que je trouve vraiment excellente. Et pour moi, c'est peut-être même le problème du film, c'est que je trouve qu'elle est tellement bien que le reste du film a presque du mal à rester à ce niveau-là. Parce que, en fait, ce qu'elle avait de fort, c'est que justement, elle arrivait à faire de la narration, mais à la fois thématique, visuelle. Enfin, on comprenait tout sans qu'on ait besoin vraiment de nous exprimer forcément. Enfin, tout passait par l'image et le montage, c'était assez sensoriel, très beau. Alors qu'après, je vois ce qu'Eleonore voulait dire sur les dialogues. Moi, c'était pas ce défaut de subtilité là que je relevais, c'était plus ce côté un peu surexplicatif qui se met au fur et à mesure du film vers la fin. C'était pas dans les relations, je suis d'accord, c'était pas dans les relations car pour le coup je suis d'accord, la manière qu'elle a d'aborder les gens, je trouvais ça génial aussi. C'était plus dans le fait qu'à la fin elle se sente un peu obligée parce que vu que le film est quand même très déconstruit, très sensoriel, et que justement il s'affranchit de beaucoup de cohérence narrative pour véhiculer de l'émotion, j'ai trouvé ça presque dommage qu'elle soit obligée de redire à voix haute tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on peut comprendre. Et moi, c'est un peu... Je trouve que le film aurait vraiment mérité c'est un peu plus d'épure à ce niveau-là. Et là, mais je pense que vraiment, j'aurais été bouleversé et le film me tuait, quoi. Mais vraiment, c'est dommage. Je me suis senti un peu, il me dit c'était très bien, mais je vais te prendre un peu par la main, au cas où t'es pas compris. Et je me suis dit, mais c'est assez clair pourtant ce que tu racontes, cette espèce d'éclatement des codes de la société actuelle, du patriarcat même classique, on va dire, dans la manière de l'envisager. Je trouvais ça très, très beau, très pur, et je trouve que ça perd un petit peu en beauté malheureusement juste à cause de ça. Mais sinon c'est dommage parce que moi je pense que le film aurait dû s'arrêter avant l'explication. Il y a une explication, il y a un croisement des histoires. À la fin, il y a une chute en fait. Il y a une chute, il y a une vraie chute. Et là, je me dis, on ne s'est pas baladé pendant 2 heures pour rien. Et il continue derrière. Et mince, il ne veut pas finir. Ouais, je disais justement, la fin aurait pas dû être là parce que le film ne parlait pas de ça en fait. Donc ça avait aucun sens. Moi, j'ai bien aimé le petit côté humour noir et folie dingue, mais qui n'était pas forcément très raccord avec le reste du film. Ça aurait dû s'arrêter bien plus tôt sur une fin ouverte et sans ça, parce que ça explique quelque chose qui n'avait pas besoin d'être expliqué et qui n'existait pas vraiment dans le film, donc c'est dommage. C'est qu'il finit mal parce qu'il finit sur un plan d'Emma à la pompe à essence qui n'a aucun sens, quoi. Elle va tout cramer, c'est tout. Non, je sais pas, c'est une fin ouverte. Ça implique que ça va recommencer, qu'en fait elle ne va pas aller mieux pour autant, elle est toujours dans cette folie. Quand la flamme, encore une fois, c'est la vie, le reggaeton. D'ailleurs, moi je pense que l'explication qu'il donne, elle est un peu bidon. C'est juste une manière de se justifier, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment comme elle le dit, comme elle l'exprime verbalement à la fin. Mais c'est une fin ouverte, et nous n'aurons pas la réponse, dans ce podcast en tout cas. Non, mais même par rapport à ses acteurs, il a réussi à leur donner une aura qui était assez fascinante. Là, pour le coup, l'idée de flamme, l'idée de feu, de la vie, c'était eux, on les voyait. Et c'est ça qui était fou, c'était encore une fois des gens qui étaient en dehors des cases, qui sont dans un art où ils n'arrivent plus à se contrôler. Mais en fait, je trouve que c'est assez raccord avec la métaphore du feu. Ce sont des gens incontrôlables et qui détruisent tout sur leur passage. Voilà. Comme tu disais, par leur égoïsme, par leur intérêt propre, par tout ça, et c'est ça qui était finalement intéressant, même si je trouve qu'en fait il y avait un souci pour moi de rythme dans les rencontres et tout, mais ça c'est mon cas. Paradoxal pour un film de danse, mais je l'ai peut-être déjà dit. Non, mais c'est ça qui est fou au final, c'est que je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que le film raconte et là où il veut nous mener, mais après c'est une question comme toujours d'acceptation selon ce que nous on peut ressentir face à ça. Est-ce que ça va nous emporter, est-ce que ça va nous laisser sur la touche, est-ce que ça va nous dégoûter, parce que c'est clivant forcément et c'est le sentiment qu'on n'est pas obligé d'avoir tous, quoi. Donc oui, c'est cool. Alors, mais sur ce que ça raconte peut-être, mais non, sur la forme c'est pénible quand même. Sur la forme, non, sur la forme je suis pas d'accord pour le coup. C'est ce qu'il vient de dire, on n'est pas d'accord sur ce qu'on a ressenti face au film. Donc t'as pas aimé, bon ok, c'est ton droit, justement c'est un film de sensation, donc t'as pas ressenti, mais moi j'ai adoré. Donc tu peux pas dire... Tu peux pas loin. Non, mais loin. Donc voilà, tu peux pas dire ça. On est d'accord sur ce que grosso modo raconte le film, mais on l'a pas reçu de la même manière. Je récapépète ce que Thierry vient de dire. Mais par contre, oui, on n'a pas assez dit, mais ce que Marwan a un peu évoqué, mais l'actrice là, Marina Di Girolamo, c'est ça, elle est extraordinaire, franchement. Son jeu est exceptionnel dans le film. Et alors Gaël Garcia Bernal, il est d'une fragilité. Franchement, il est incroyable parce que rendre ce personnage-là qui est très antipathique au premier abord, mais le montrer de manière aussi, humaine au final, et malgré tous les défauts qu'on peut lui voir dans le film, je trouve ça
assez fou, et la qualité de son jeu et la subtilité qu'il peut avoir sauf quand il parle pour redire ce qu'on comprend, mais dès qu'il joue lui-même comme ça tout en subtilité, mais c'est fou vraiment. Moi il m'a beaucoup touché, alors que c'est un peu un connard par moment. Il a une scène extraordinaire en plus. Oui, le discours sur le reggaeton, ouais. C'était magnifique. Mais non, voilà, c'était pour le coup, Pablo Larraín est toujours plein de surprises dans ce qu'il fait, et que ce soit dans un Jackie, dans un L-Club, ou c'est deux choses qui n'ont rien à voir, mais en même temps, il arrive à injecter une certaine poésie par le grain de ses images, par le sensoriel, puisque c'est un réalisateur du sens, comme dans Jackie, où on suit vraiment très proche de la situation, de la scène de l'attentat, et vraiment c'est un film qui est quand même à voir au moins pour l'expérience, pour le feu divin. Bon, perso, je me suis profondément ennuyé devant Jackie, donc on est dans la continuité, tout va bien. Bon, fini les souffrances, fini la danse contemporaine et le reggaeton. Allez, on passe aux autres films, aux autres recos, on passe à la suite de l'émission, tout simplement. Dernière partie de l'émission, le coin en vrac, les autres films que nous avons vus de la semaine. On commence avec le petit film qui sort en très très peu de salles, qui a une distribution très difficile, et pourtant c'est peut-être le coup de cœur de la semaine. C'est difficile d'en parler plus parce que peut-être que vous aurez du mal à le trouver. Il est dans quelques CGR. Film de science-fiction français, et avec une production de malade pour seulement 50 minutes de film. Blood Machines de Seth Ickerman. Alors Seth Ickerman, c'est un duo d'auteurs, Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard. Ils avaient réalisé le clip de Carpenter Brut, Turbo Killer. Et là, on sent une grosse influence aussi, on est dans le prolongement de ce style. Film de SF où des pilleurs de vaisseaux vont se retrouver avec une espèce de prêtresse de la machine qui fait sortir des femmes des vaisseaux, et on est dans un opéra spatial là, vraiment pour le coup, et très poétique, très BD dans l'esthétique, fait énormément penser aux auteurs de BD comme Moebius et tous les auteurs de Métal Hurlant en général. C'est ça, on a un énorme truc métal hurlant, on a un côté, il y a énormément de steampunk aussi là-dedans, on a, comme tu le dis, du space opéra à balle, et même au sens littéral dans l'orchestration des morceaux et la manière dont ils sont mis en scène. C'est vrai que tu disais que la distribution est difficile, je suis même pas certain initialement que c'était quelque chose qui allait être prévu pour le cinéma. Bon, ils sont ravis, j'imagine que ça le soit, mais c'est quelque chose qui sera sûrement décliné par d'autres manières. Ils ont l'air de beaucoup développer leur univers qui était déjà là dans Turbo Killer. Et, c'est divisé en chapitres, on dirait que ça a été fait en mini-série. Voilà, oui c'est ça, donc espérons qu'ils arrivent à développer ça par la suite et qu'ils redéveloppent cet univers. On peut remercier Lila qui nous l'avait conseillé la semaine dernière puisque c'était sa reco, donc du coup coucou à toi et merci. Et du coup, bon, de toute façon on savait qu'on allait le voir, mais ça fait toujours... On avait vu les bandes annonces, on voulait le voir de toute façon. Voilà, mais en tout cas ça nous avait quand même conforté dans notre idée, c'était pour dire que ça fait quand même 2 fois du coup qu'on en parle dans des circonstances différentes. C'est extrêmement cool, il y a un côté surorganique dans les vaisseaux, avec un côté l'intelligence artificielle a-t-elle réellement une âme quand on utilise des parties organiques, ça parle aussi d'éveil, il y a un côté... alors, dans la réalisation tu sens aussi que c'est des mecs qui ont un côté male gaze sur le corps féminin, mais malgré tout le récit parle d'émancipation féminine aussi et de destruction du patriarcat par la voie la plus violente qui soit. Ce qui est du coup assez intéressant de montrer ça, c'est aussi le récit d'une émancipation mais aussi d'un éveil en fait, une espèce d'éveil de nouvelle ère avec une nouvelle symbiose humaine, j'ai l'impression, tu vois. Tu parles de male gaze, moi j'ai plus vu jouer avec ça plutôt que vraiment faire du male gaze. Vraiment. Ça joue avec ça, mais ça aime bien quand même montrer des corps féminins et les mettre en valeur, il y a un côté... Il n'y a pas de sexualisation ou quoi que ce soit. Sans la sexualisation, bon après elles sont à Walp quand même. Non mais sans la sexualisation, si, bien sûr qu'aussi, il y a quand même un côté, ils aiment bien montrer ça, et après... C'est pas dérangeant, je veux dire, c'est pas de la sexualisation à outrance, voilà. Moi, ce qui m'a marqué le plus, bon, outre les corps féminins, mais ça, le plus dans la BD, c'est pas trop choquant à la limite. Et même, c'est la direction artistique de Maboul avec des décors incroyables et des effets spéciaux. Et tout ça, c'est fait par des studios français en plus. C'est ce que j'allais dire, cette représentation du corps féminin, que je ne dénonce pas tant que ça, elle fait aussi partie de leurs influences. C'est ce que tu retrouves dans Fluide Glacial, ce que tu retrouves dans Moebius. Il y a toujours un rapport dans ces
chez ces auteurs-là à la nudité qui est extrêmement prononcée. Moi j'ai beaucoup pensé à Giger, de toute façon on a vu le making-of, ils en parlent derrière. Et il y a un côté steampunk Blade Runner avec la musique de Carpenter Brut qui fait au début penser à celle donc, de Vangelis. Et après tout ce côté justement art tech et tout art tech j'exagère peut-être un peu, je connais pas exactement le terme, mais t'as la musique qui se mêle parfaitement au truc mais qui n'est pas non plus envahissante, à part dans certains moments. Enfin, c'est de la balle et pour le peu de budget qu'ils ont eu et les moyens colossaux qu'ils ont réussi à mettre en place avec le peu d'argent qu'ils avaient, chapeau les copains. Le coup de cœur de la semaine, Blood Machines de C.S. Ickerman. Autre film de la semaine, on revient dans le social, dans l'ancré. Encore une histoire d'enfant. Aïe aïe aïe. Le drame un peu, la grosse affiche française. On a vu une petite affiche française, là on en voit une grosse. Le film qui a fait le plus d'entrées ce matin au Hall. Oui, bon, ça on n'est pas obligé de le dire, puisque le mercredi matin ça veut pas toujours tout dire. Oui, mais bon, ils ont choisi celui-là. Police de Anne Fontaine avec Virginie Efira dans le rôle de Virginie, c'est tellement original. Omar Sy et Grégory Gadebois qui jouent 3 policiers qui, à cause d'un souci à l'immigration, doivent escorter un réfugié jusqu'à l'aéroport afin qu'il soit expulsé. Et là, s'ils vont être pris dans leur questionnement interne, dans leur... On a Thierry qui est parti en fou rire parce que lui, ça le fait marrer d'envoyer des mecs dans des charters, c'est son truc. Non, c'est juste que t'as dit Grégory... Enfin, en fait, il y a eu une coupe, t'as mis une virgule, et du coup, dans ma tête, t'as dit Grégory Gadebois qui joue 3 policiers, et j'ai vu le gars à 3 têtes dans les Monty Python, en habit de police, avec 3 têtes de Grégory Gadebois, donc je me suis marré. Voilà l'état dans lequel met le film, en fait, quand on l'a fini, quoi. C'est ça. 1h38 Non. Non, il y a une erreur. 2h38. Il y a une erreur dans le... Bref, 1h38 d'accumulation de clichés en tout genre et de poncifs avec des dialogues à faire pâlir plus belle la vie. Messieurs, Thierry, vous l'avez vu. J'espère, plus vite que eux pour aller jusqu'à l'aéroport, j'espère. Enfin, en fait, c'est triste. Là, j'ai presque envie de me dire que Virginie Efira ne sera plus un motif pour aller voir un film. Heureusement qu'il y a Dieu les cons qui arrivent. Oh là là, vraiment quoi. Mais en fait, de toute façon, Anne Fontaine, moi, ça a jamais été mon plan. J'ai jamais trouvé que c'était une bonne cinéaste et ça confirme encore plus. Et là, elle s'attaque à un sujet qui n'est clairement pas taillé pour ses épaules, quoi. C'est d'un chiant, c'est d'un plat. On a cette espèce de reconduction à la frontière qui dure 50 minutes. J'avais envie que le compositeur de la musique de Tenet vienne pour ajouter de la grosse musique pour mettre un peu de tension parce qu'il n'y en avait pas. J'ai jamais ressenti leurs enjeux. Là, je m'en fous royalement. Il a fallu que ce pauvre gars se tape la tête contre la vitre pour que je me dise ah ouais, il a peut-être envie de survivre. Oh là là. Oh non, mais c'est pas très bien en fait. Moi, c'est pas le film qui me faisait le plus rêver cette semaine, clairement. Hein. J'ai pas vu de film d'Anne Fontaine, mais de réputation, ça me vendait pas du rêve. Et ben, elle n'a pas failli à sa réputation, visiblement. Et non, comme dit Thierry, c'est presque vide en fait. C'est triste de réussir à faire un film sur la police qui est aussi peu intéressant, où à part les comédiens qui se donnent un peu de mal, franchement, Efira et Gadebois sont les 2 points forts du film. Il y a Omar Sy qui est pas mal, mais qui ne m'a pas non plus trop marqué. Et encore, faut voir ce qu'on leur donne à jouer, les pauvres. Voilà, c'est clair, c'est plus leur personnage. Voilà, c'est ça, c'est plus après, c'est juste qu'ils ont la prestance pour jouer les rôles, pour le coup, ça leur va bien. Enfin, on va dire qu'on les voit bien dans les rôles et ça se tient. La matière qu'ils ont à développer est pas folle, surtout qu'en plus, en fait, passer les 10-15 premières minutes où il y a une introduction qui est plutôt prometteuse en fait, avec un jeu sur les points de vue et les personnages. Après, le film, il sait plus quoi faire en fait. Et c'est là que ça devient terrible, c'est que ça semble de foutre des flashbacks pour créer de l'émotion, mais sauf qu'on s'en contre-branle, mais c'est terrible. Et c'est surtout qu'il oublie ce dispositif de point de vue et que là où ça pourrait apporter du relief sur cette situation entre guillemets problématique, en fait, c'est pas exploité et il y a des changements d'avis qui sont pas exploités. Bon bref, un bon gros ratage. Merci, voilà. On revient sur la semaine dernière. La semaine dernière, c'était alors là, on a une thématique sur le désir d'enfant. La semaine dernière, c'était la thématique du temps, de changer le temps, revenir en arrière. Entre Tenet qui faisait des retours arrière, les Nouveaux Mutants qui nous ramenaient 2 ans et demi en arrière. Et il y avait aussi un autre film qui jouait avec le temps. C'était Irréversible, mais cette fois-ci en inversion intégrale, c'est-à-dire montée dans l'ordre chronologique. Irréversible de Gaspard Noé, on le rappelle, avec Monica Bellucci et Vincent Cassel et Albert Dupontel.
Vous l'avez vu? C'était très très bien. Bon, après je suis très très client de Gaspard Noé et ça m'intriguait beaucoup en fait de voir cette nouvelle version dans le sens chronologique parce que c'est un film qui a fait énormément sensation à sa sortie en 2002, Irréversible, notamment par le côté un peu traumatique qu'il pouvait avoir, l'effet de choc qu'il proposait et aussi par sa narration justement complexe on va dire, enfin pas complexe mais inversée. Et du coup, je me demandais l'utilité que ça pouvait avoir de le changer. Et c'est génial car ça offre une toute nouvelle lecture du film avec une vraie descente aux enfers qu'on n'avait pas spécialement dans la première version. Là, c'est vraiment, on découvre les personnages, on s'attache à eux. Et vu qu'on a connaissance des éléments clés au moment où les passages dramatiques arrivent, en fait, ça devient encore presque plus irrespirable, plus triste. En fait, c'est très triste en fait pour le coup comme film. Et on suit cette déchéance d'un microcosme. Et c'est franchement très réussi. Je me demande même personnellement si je la préfère pas à la version de base, ou du moins c'est vraiment très, très équivalent pour moi en termes de qualité. C'est vrai que l'inversion réelle du film telle qu'elle avait été opérée initialement était aussi un artifice qui était là pour rajouter au choc, et aussi, parce que Noé a toujours été comme ça et on peut pas lui retirer, un artifice de petit malin qui a envie de dire mon film il est pas comme les autres, soit je mets mon générique à l'envers, soit je mets le film entier à l'envers, c'est moi qui ai raison, regarde-moi je suis beau. C'est Noé, on le changera pas. Et c'est vrai que là, le mettre à l'endroit, bon, je vais pas dire que c'est de la modestie de sa part, parce que ce sera jamais le cas, mais c'est vrai que du coup, chronologiquement, le film gagne une autre force qui est différente au final. Qui est différente, comme le dit Ali, ça fait que malheureusement, en plus, on voit les personnages et on a le temps de s'attacher à eux, on les voit vivre normalement avant de voir cette espèce de descente au chaos, et c'est compliqué. Alors après, le film choquait déjà il y a 20 ans. Il n'y a pas de raison qu'il ne choque pas encore aujourd'hui. C'est un film qui garde une essence très forte, très graphique, très, très puissante. Il y a des plans très longs et très dangereux. Donc allez-y si vraiment vous savez ce à quoi vous vous attendez. Je mettrai toujours ça en parlant de Noé. C'est une histoire de viol quand même. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Non mais c'est pas. Non, c'est ça. Non, je pense que de toute façon tout le monde est au courant. C'est pas une histoire. C'est même pas tant une histoire de viol. C'est un film qui te montre un viol en plan fixe pendant toute sa durée. Il faut quand même s'attendre à ça. Et mention spéciale au connard qui débarque derrière à un moment, qui regarde et qui se casse. Lui, on l'aimera toujours. Et est-ce que ceux qui n'ont pas vu la version inversée peuvent commencer par celui-là puisqu'il est au cinéma ? Moi je pense que oui, mais c'est vraiment pas la même expérience. Donc du coup, si tu aimes l'une des deux expériences, les deux valent le coup. Mais tu peux commencer par celle-là, ouais, je pense. Je sais pas ce que t'en dis, mais... Oui, je pense aussi qu'on peut découvrir par les deux, mais je pense que c'est quand même presque dommage de perdre la qualité du choc du premier visionnage qui permet de gonfler la partie émotionnelle ce qu'on a pu ressentir, je pense, avec Thierry en le revoyant dans une autre mouture. Mais sinon, oui, tranquille, on peut y aller quand même, oui, bien sûr. Merci. On va passer au reco. On vient avec Yassa et Marwan. Quel est votre reco de la semaine ? Alors, ma reco de la semaine, c'est un film expérimental fait par un certain Jean-Luc Godard qui s'appelle 1+1 et qui était au départ très perturbant, mais qui finalement m'a beaucoup plu dans l'idée que c'est quelque chose de très brut, de très qui soit juste essayer de prendre la température d'une époque qui est la sienne. C'est-à-dire que pendant qu'il enregistre la répétition merveilleuse de Rolling Stone, on va avoir des scènes où mise en scène où tu auras des Black Panthers qui vont lire des poèmes en rapport avec leur lutte. Après, on va avoir des scènes d'une nana qui va être interviewée. On lui posera toujours des questions, elle répondra toujours par oui ou par non. Et c'est plusieurs petites scénettes, à chaque fois liées par une voix off et par la répétition des Rolling Stones qui... Dans le morceau, c'est Sympathy with the Devil, où en gros, dans ce morceau-là, c'est le morceau un peu synthèse de ce que veut raconter le film et de ce que veut raconter cette période-là. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et par tout ce qu'il essaie de faire. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est assez inégal, mais c'est en même temps ça qui est beau, c'est de vouloir tenter des choses, même si en réalité, parfois, il y a du temps avant de devoir comprendre tout ça. Mais c'est un film qui a quand même à conseiller parce que c'est un versant. C'est son passage où il va arrêter de faire des films plutôt conventionnels dans un sens et à passer vraiment dans un délire expérimental à la Dick Avertoff. Merci Marwan. Merci à toi. Yassa. Alors, je vais parler d'un film sur lequel je suis tombée complètement par hasard. J'ai été bien contente de tomber dessus, qui s'appelle Lipstick Under My Burqa, qui est un film hindou réalisé par Alankrita Shrivastava. Voilà. À tes souhaits. Voilà, je l'aurais dit bien au moins une fois, merci le téléphone. Et ça raconte l'histoire de 4 femmes dans la ville de Bhopal, donc une ville indienne, qui sont sous le joug un petit peu du patriarcat.
une jeune étudiante qui travaille le reste du temps, quand elle n'est pas à l'université, dans la boutique de ses parents qui vend des burqas, qui la porte elle-même. Une autre femme qui est esthéticienne, mais à côté, qui veut faire de la photo, et elle sort avec un photographe, sauf qu'elle va être mariée de force à un autre homme. Une troisième dont le mari travaille à l'étranger, et quand il revient, il s'en sert juste comme déversoir pour perpétuer la lignée. Et enfin, une veuve de 55 ans, qui est un petit peu la mama du quartier, que tout le monde écoute, qui a son mot à dire, voilà, qui est très respectée, etc. Et en fait, ces femmes-là, les histoires de ces femmes vont se recouper, vont avoir un fil rouge, qui est un roman qui est lu par une narratrice qui s'appelle Lipstick Dreams, qui est un roman érotique. Et donc en fait, à travers ce récit qui est très peu érotique finalement, qui est beaucoup plus métaphorique, va montrer l'émancipation de ces femmes à travers des petites actions du quotidien, à la fois en tant que femmes à l'extérieur et à la fois à l'intérieur, dans leur intimité, dans leur sexualité. Et c'est un film qui n'est pas féministe tel qu'on l'attendrait ici, comme on pourrait en voir très souvent ici. Et ce n'est pas un film Bollywood non plus. C'est une comédie très touchante. Et ça plonge dans la mentalité et dans le développement des comportements que les hommes ont vis-à-vis des femmes et que les femmes ont vis-à-vis des hommes et d'elles-mêmes. C'est drôle, on rit et à la fin on pleure un petit peu aussi. Le film dure 2 heures, je ne les ai pas vus passer. Merci Yassa. De rien. Éléonore. Alors moi, ma reco de la semaine, c'est un film qui vient d'être rajouté tout récemment sur la plateforme Shadows. Oui. Donc The Stepford-Wives, la version de 1975 évidemment, pas celle de 2004 avec Nicole Kidman qui est bien moins bonne. Donc c'est un film adapté. Putain, je bug. Un film adapté d'un roman de Ira Levin qu'on connaît notamment pour avoir écrit Rosemary's Baby. Voilà, donc du bon matériel de base. Donc, qu'est-ce qui se passe dans The Stepford-Wives ? On suit un jeune couple new-yorkais qui décide de déménager en banlieue parce que New York devient beaucoup moins sûr et pour élever un gamin, c'est moins sympa, donc ils décident d'aller en banlieue. Sauf que de base, la femme n'avait pas spécialement envie, elle est photographe, elle était très contente à New York, ça lui permettait d'exercer sa profession tranquillement. Qui plus est, il s'installe, tout le monde a l'air charmant, tout est parfait, sauf que petit à petit, la femme se rend compte, en côtoyant ses voisines, qu'elles ne sont pas vraiment normales. Elles sont complètement... c'est des ménagères parfaites et elles ne sont que ça. Donc elles se disent qu'il y a un problème quelque part. Et pire que ça, elle se fait donc des copines parmi les nouvelles arrivantes qui sont elles normales. Et petit à petit, ces copines deviennent elles aussi des parfaites ménagères. Donc elle se pose la question, mais que se passe-t-il ? Donc je ne vais pas vous révéler parce que c'est un peu le twist final du film et ce serait un peu dommage, mais c'est assez gros et assez bien fait. Comment dire ? Bon, la révélation finale est très grosse, ça c'est assez fou, mais avant ça il y a plein de petits détails qui permettent de comprendre ce qu'il se passe, mais le réalisateur n'amplifie pas dessus, donc ça c'est plutôt bien foutu. Ensuite, pourquoi forcément je l'adore ? Le film est sorti en 1975, donc juste avant la période qu'on appelle backlash dans le féminisme américain. Donc c'est-à-dire la période, on va dire fin 80, début 90, où les médias, le cinéma, les médias en général on va dire, se sont retournés contre la seconde vague du féminisme pour un petit peu discréditer les femmes et les inciter à retourner tranquillement à la maison faire des enfants, ce qu'elles avaient un petit peu arrêté de faire pendant la guerre et après-guerre. Et ce qui est très bien avec ce film, c'est qu'il se poste juste avant et qu'il est un petit peu le annonciateur de ce mouvement-là. Et du coup, je trouve ça assez fou. Et outre cela, l'actrice principale, donc comment elle s'appelle ? Katharine Ross. Ouais, elle est vraiment superbe. Elle joue parfaitement bien. Elle est très bien. Donc c'est un des points positifs de ce film. Donc je vous conseille vraiment, et qui plus est, je vous conseille de vous abonner à Shadows parce que leur sélection de films est vraiment très intéressante. Ça permet de voir des classiques du fantastique et de l'horreur qui sont pas forcément faciles à trouver en France. Et donc c'est plutôt cool. Et ils ont un petit catalogue mais très bien pensé. Donc voilà. N'est-ce pas Thierry ? On avait été un peu déçus, mais je pense que c'était plus la sélection qu'on avait fait sur le moment qui n'était pas forcément très pertinente par rapport à ce que le catalogue proposait. Voilà. 68. Merci. Merci Léonore. Mais de rien. On continue les recos. Ellie, quelle est ta reco ? Et ben moi, je vais proposer un petit retour en arrière sur quelque chose qui a été déjà discuté ici, mais pendant mon absence. Donc j'étais en vacances à La Rochelle, chez moi.
Et j'ai pas trop aimé comment ça a été traité ici, donc j'ai décidé de... Enfin, ça m'a beaucoup intrigué, j'ai décidé d'aller le voir de moi-même. En fait, je vais parler d'Hotel by the River rapidement, que j'ai pu rattraper... J'ai un problème avec le micro. Et voilà, non, voilà, j'ai pu rattraper le film en revenant sur Paris. Du coup, c'était une de mes grosses attentes, mine de rien, de l'été. Et je comprends complètement que vous ayez pu ne pas apprécier le film, car c'est effectivement très radical, très particulier. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant pour le coup. Cette espèce de film quasi fantomatique au final, qui est habité par la fin des choses, par cet artiste qui sent qu'il arrive au bout de sa carrière, de sa vie, et qui va essayer de coller les morceaux, de vivre des derniers instants assez forts. Et je trouve ça vraiment, vraiment bouleversant, avec un peu de légèreté, mine de rien. Je sais pas du coup si je le conseillerais à beaucoup de personnes qui n'auraient pas vu d'autres films de Hong Sang-soo avant, parce que moi c'était que le deuxième que j'ai vu, j'ai vu son tout premier avant d'aller voir Hotel by the River, et j'ai pu voir que y a un écart, enfin c'est Jean-Claude Van Damme, le mec, quand même, en 20 ans, ce qu'il a fait, mais c'est une expérience qui vaut quand même, qui peut être intéressante, et si on aime ce type de cinéma là, je pense que voilà, ça peut faire des heureux, en attendant son prochain qui sort bientôt en plus. Thierry. Alors moi c'est une double reco, mais dans une en fait. On a fait un petit week-end autour d'un auteur qu'on aime bien avec Ellie, et du coup je voulais en parler. On a revu un film que j'aimais déjà beaucoup à la base, et ce qui m'a fait du bien de le revoir, c'était Redacted de Brian De Palma. Alors pour en parler, je vais faire une analogie avec Outrage, qu'il avait déjà réalisé dans les années 90. Donc ce sont ces deux films de guerre, entre grands guillemets, qui vont traiter exactement du même sujet, mais avec des angles différents. C'est-à-dire une faction qui est dans un autre pays, donc dans Outrage c'est le Vietnam, avec Michael J. Fox en boy scout sympathique et Sean Penn en gros méchant. Dans celui-là, c'est des acteurs inconnus, et c'est en Irak. Et en gros, ça va être une faction qui est posée là, qui fait son boulot de soldat, avec des gars qui commencent vraiment à être acculés. Il y a une couille. Dans Outrage, c'est un assaut qui se passe mal sur un village, et ils pensent qu'il y a des mecs qui sont infiltrés, qu'il y a des Vietcong qui sont infiltrés dedans et que les villageois les planquent. En Irak, c'est une bombe qui avait été posée là pendant la nuit, et il y en a un qui se fait sauter. Et du coup, les gars pètent des câbles, décident de faire des représailles, sauf que les représailles consistent en juste allant éclater des familles, donc brûler le village d'un côté, éclater une maison et buter tout le monde dedans, et de violer les locales. Voilà. Donc du coup, ça parle de ça, et en fait, ça va parler donc déjà de ça en amorce, et ensuite de la manière dont quelqu'un va tenter de les dénoncer et dont eux vont se défendre. Redacted, ce qui nous intéresse dedans, en fait, c'est que c'est un film qui est fait uniquement avec des bouts d'archives. Donc c'est plusieurs films dans le film. Donc il y a un soldat qui filme ça parce qu'il a envie de montrer ce qui se passe à sa famille, à ses amis, et potentiellement entrer dans une école de cinéma. Il y a un documentaire qui est filmé en temps direct, des documents d'archives, les vidéos internet qui sont prises directement par les terroristes sur place qui se vantent de leurs actes. Voilà, donc c'est plein de trucs mis à bout comme ça. Donc aucune ambiance, aucune musique, pas de mise en scène. On est vraiment dans... il a chopé des bouts, il a chopé plein de fonds de footage et il les colle ensemble. Donc il a évidemment tout mis en scène, et c'est parfaitement transcrit. On croit totalement cette espèce de documentaire abstrait. Et c'est extrêmement glaçant. Il a pris des faits divers qui existaient déjà, il les a juste modifiés quelque peu. Le film est évidemment totalement interdit aux US, et ça allait très très loin dans les tentatives de censure, jusqu'à des grosses violences de partout, voilà. Beaucoup de soucis, mais c'est un film qui est super important, qui crache à la gueule de l'Amérique, ça c'est clair. Si tu vois un vrai reportage de guerre qui te dit que la guerre c'est pas bien et qu'il l'esthétise pas, Redacted est pour moi assez important. Ok. À toi. À moi. Alors ceux qui ne seront pas à Deauville ou qui ne seront pas à la Mostra, il y a un petit festival à Paris, c'est l'Étrange Festival, au Forum des Images. Donc c'est au Hall. Et il y aura Irréversible en version intégrale qui sera présentée. Et Luxa Eternal de Gaspard Noé, dont vous aurez bientôt de nos nouvelles. Et même Éléonore d'ailleurs, qui sera au festival. Bon, elle sera pas sur scène, mais voilà, elle sera... Ouais, la croisée. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je me souviens, pendant le confinement, il y avait une expo qui avait été annulée et reportée. C'était l'expo de Funès à la Cinémathèque. Et ben ça y est, c'est ouvert, on peut y aller. Et en même temps, en parallèle, il y a à la Cinémathèque française toujours, alors pour moins de temps cette fois-ci, c'est pour une période plus courte, une rétrospective Gérard Houry qui a tourné énormément de films avec De Funès. Je suis en train de faire une rétrospective Houry, j'aime pas trop ce que je vois, j'avoue. Alors notamment dans la filmo, alors il n'y a pas que des films de Funès du coup, voilà, mais vous aurez L'aile ou la cuisse, L'As des As, Les aventures de Rabbi Jacob, Le cerveau, Le corneau, ou bien encore La grande vadrouille et bien d'autres films. La folie des grandeurs. Également, enfin bon bref, je ne vais pas tout faire toute la liste parce que bon... Une belle filmo quand même. Ah oui, c'est beau quoi, oui. Et ça... C'est surtout culte en fait en France quoi. Et donc pour ceux qui connaissent pas, les plus jeunes notamment, qui n'auraient pas pu les voir, c'est une bonne manière de se plonger dans la comédie d'antan, et
qui est quand même plutôt drôle avec des figures emblématiques comme Belmondo, De Funès, etc. Même si vous l'avez vu à la télé, vous pouvez le voir en grand. Et ça, c'est cool. C'était Certains l'aiment à chaud. Merci toute l'équipe. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve... Demain. Putain, ouais, demain. Enfin, si vous avez pris votre abonnement premium à claque, maintenant, ça va être un épisode par jour pendant 10 jours. N'oubliez pas, premium, achète. Pour la modique somme de 0€, il suffit juste de s'abonner sur son application, hein, c'est gratos. Ouais, mais non, mais on veut juste forcer les quotas, nous, on veut pas. Lovebox. Ok. Oui, non, on part à Deauville et on va faire un petit format un peu spécial. On va faire notre journal deauvillois. Certains l'aiment à Deauville. Pendant la durée du festival. On vous donnera les retours en jour le jour. Et du coup, il n'y aura pas d'émission classique la semaine prochaine. Voilà. Vous vous doutez bien. On voulait lancer un hors-série, Les Aventures d'Ellie, mais en fait, quand il nous a dit « Je peux vous faire un petit montage de 21h, c'est le temps d'un film », on a fait « Non, c'est bon, stop pas. » C'est Kuroda qui fait une mini-série, là. Bah, au moins, c'est cool. Tu vois, c'est un peu comme quand tu laisses tes enfants à la garderie. On a de quoi occuper Ellie pendant qu'on part. Et il se rendra même pas compte qu'on est parti. J'aurais dû faire un live commentary de Going Home de Koreeda si vous voulez. Hein. Ça peut encore s'arranger. C'est quoi, c'est Going My Home, je crois. Série en 10 épisodes. 11, je crois. Alors, 1h30 par épisode. j'ai vu que c'était 10 épisodes, mais alors peut-être qu'il y a un 11e que j'ai pas vu passer, je ne sais pas. Ça a l'air assez conséquent quand même. Le 10e fait 45 minutes, donc je crois que ouais, c'est ça. Une entracte, quoi. C'est ça. On sera à Deauville avec Thierry, Marouane et moi-même. Et normalement, si tout va bien, une pléiade d'invités que vous connaissez tous sauf un. Je sais plutôt bien. Oh, le suspense. Oh, quel suspense. Ouais, bon. Bon bref, on se retrouve dès demain ou dès tout de suite si vous écoutez les épisodes à la suite pour les épisodes spéciaux Deauville. Spéciaux Deauville. Ah mon dieu. Spécial Deauvilex. Je sais pas où est-ce qu'on met le pluriel, hein, Thomas. Bon bref, on se retrouve à la plage. Allons nous détendre. Mais évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver et commenter l'épisode ainsi que les suivants et les précédents sur votre application de podcast préférée avec un commentaire 5 étoiles. Abonnez-vous bien sûr. Également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. A très bientôt pour le prochain épisode. Bisous, bisous, bisous. 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 On a oublié de le dire, non mais on aurait pu. C'est vrai. Non mais c'est quand même fou. Genre on parle de films qui montrent oh, on va avoir des enfants. Il y a des gens qui pendant Police se sont dit faisons un bébé. C'est le bon Ce qui est moment. quand même fantastique, c'est quand la sécurité est venue les chercher. Alors j'imagine qu'ils étaient en train de se séparer du coup, enfin physiquement hein, j'entends. Et que du coup il y avait peut-être besoin de se rhabiller ou quoi. Mais nous dans le portrait qu'on voyait, on voyait donc les deux gars de la sécu qui leur parlent et la nana qui est toujours sur le mec pépouze. C'était génial. C'est super. Et en plus, ils étaient raccords parce qu'ils faisaient ça en même temps qu'Omar Sy. Virginie Efira sur l'écran, t'es là, ok. C'est vrai que le passage où on commençait à entendre Virginie Efira et Omar Sy qui haletaient, pas pour les mêmes raisons visiblement, mais c'était assez marrant. On a passé au moins, voilà, vous voyez, on n'était pas content, mais on a passé ce bon moment de séance, ce petit bout là. C'est voilà. bon, on a notre bonus. On se moque finalement des personnages, donc de celle qui est infantilisée. Voilà, infantilisée. Marouane. C'est à recommander, pas à tout le monde. Et puis pour toutes les femmes qui ont revu le film, si vous voulez vous détendre, appelez-moi. Ça c'est une blague. Oh là là. C'était une blagounette. C'est cool, on a notre bonus. C'est bien, j'ai un jingle maintenant, avec un saxo derrière et Marouane qui... Blague, oh là là. Je vais le coupler avec le Lovebox de la semaine dernière. J'ai bien dit la case du jour, hein, je me suis pas La case du jour, c'est ça, on l'a dit. Et on le redit. Donc Thomas, c'est bon, tu l'as. La case du jour. La case du jour. La case du jour. Et en plus, vous parlez pendant que je le redis, donc en fait, je peux en prendre aucun. Il y a 3 fois une question. La case du jour. Oh yeah. Oh yeah. C'est vraiment ça là. T'es venu pour le sexe ou pour les poissons ?
Ne réponds pas, ne réponds pas. On dirait l'école des fans de la perversion, quoi. Je veux dire, Oui, l'école d'Orcel, monsieur. Oui. Ce résumé est trop long, il faut passer directement aux commentaires. Mais je crois que tout est dit.